Après 2 ans de combats et un bombardement incroyablement tendu, la bande de Gaza était régie par un cessez-le-feu désespérément nécessaire. Les derniers otages vivants détenus par l'organisation Hamas ont été rendus à Israël. L'aide humanitaire a été autorisée à affluer dans la bande de Gaza, et les nations du monde entier ont organisé une offensive diplomatique totale pour s'assurer que ce soit la dernière fois qu'un cessez-le-feu à Gaza doit être négocié. Actuellement, en Israël, à Gaza et dans le monde, un réel espoir existe que la crise prenne fin et que l'accord final rende le Moyen-Orient plus stable, prospère et pacifique qu'avant la guerre. Malheureusement, ce n'est pas toute l'histoire. En ce moment, un nombre croissant d'experts internationaux avertissent que le conflit à Gaza est loin d'être réglé, et que les pressions écrasantes auxquelles les deux parties doivent faire face risquent de faire échouer l'accord de cessez-le-feu avant qu'il ne puisse être transformé en une paix permanente. La trêve vacille, les bombes israéliennes frappent encore Gaza. Le Hamas a mené de violentes répressions internes et l'aide internationale a déjà été brièvement interrompue. Chaque camp refuse de faire des compromis sur des exigences que l'autre ne peut accepter, et le fossé entre les positions d'Israël et du Hamas ne se réduit pas, il s'agrandit. Maintenant, ne vous y trompez pas, ici à War France et la grande majorité des experts mondiaux qui tirent à la sonnette d'alarme, nous aimerions vraiment nous tromper sur la direction que prend ce cessez-le-feu. Mais pour l'instant, Israël et le Hamas ne semblent pas proches d'une paix durable. À moins qu'il n'y ait un changement rapide, le cessez-le-feu se dirige vers un effondrement. Une situation précaire. Pour comprendre la situation à Gaza aujourd'hui, il faut d'abord saisir une règle plus générale des affaires mondiales. Un cessez-le-feu existe car toutes les parties reconnaissent cet accord. Comme nous allons l'expliquer, Israël et le Hamas ont déjà mené des actions qui pourraient très raisonnablement être interprétées comme une violation directe de l'accord de cessez-le-feu tel qu'il est écrit, et pourtant, à ce jour, le cessez-le-feu tient toujours. Même si aucune partie ne viole l'accord, quelques violations occasionnelles ne signifient pas l'échec du cessez-le-feu. Ces violations peuvent être traitées, les termes d'un accord renforcé ou modifié, et les deux parties peuvent décider de poursuivre le cessez-le-feu, même s'il a été mis à l'épreuve. Que ce soit à Gaza ou ailleurs, un cessez-le-feu n'échoue que lorsqu'une ou les deux parties du conflit décident, pour une raison quelconque, de ne plus limiter ou adapter leur comportement afin de respecter les termes de la trêve. Au moment où j'écris ces lignes, lundi 20 octobre 2025, cela n'est pas encore arrivé. Ce qui s'est passé, en revanche, c'est qu'Israël et le Hamas ont déjà montré leur volonté de repousser les limites de la trêve, notamment lors d'une vague d'attaques qu'Israël a menée dimanche. D'après les forces de défense israéliennes, le Hamas a rompu la trêve en tirant sur des soldats israéliens, tuant 2 d'entre eux. Le Hamas a nié avoir ordonné l'engagement, bien que le Hamas ne soit guère une source crédible et qu'il ait peut-être une capacité limitée à contrôler les éléments les plus radicaux parmi sa base de combattants. Les troupes israéliennes opéraient dans une zone autorisée par la trêve qui n'exige de leur part un retrait que d'environ 47% de la bande de Gaza. Ce sont les premiers soldats israéliens tués depuis le cessez-le-feu signé la semaine dernière. En réponse, Israël a lancé une série de frappes à travers le territoire, utilisant à la fois des avions et de l'artillerie pour frapper des dizaines de cibles qu'Israël a déclarées être associées au Hamas, y compris des endroits où l'on pensait que des commandants de terrain et des soldats se trouvaient, plusieurs dépôts d'armes et au moins un tunnel. Les frappes ont déjà fait plus de 35 morts, bilan qui devrait encore s'alourdir. Au cours de la journée de dimanche, Israël a temporairement et unilatéralement suspendu la livraison de l'aide humanitaire à travers le territoire. Même après la levée de la suspension post-frappe d'israélienne, cet incident montre que Israël reste disposé à interrompre l'aide à tout moment pour ses objectifs militaires. Ce n'était pas la seule fois où le cessez-le-feu a été mis à l'épreuve par ces frappes aériennes. Peu de temps après avoir pris le contrôle de la bande de Gaza, le Hamas a lancé une série d'opérations de purge interne, visant des clans qui ne sont pas loyaux envers la faction terroriste. En quelques jours, le Hamas a déclaré avoir tué des dizaines de combattants alliés à ces clans, dont plusieurs exécutés dans les rues de Gaza par ces hommes armés masqués. Après avoir suggéré que le Hamas avait une certaine acceptation pour ces répressions, le président Donald Trump a menacé « Quand on solidaire Bartin de Actan ». Si le Hamas continue de tuer à Gaza, ce qui n'était pas l'accord, nous devrons intervenir et les tuer. Le samedi 18, le département d'État américain a déclaré que le Hamas pourrait préparer une violation imminente du cessez-le-feu à Gaza.
Les États-Unis ont refusé de fournir plus de détails et, sans surprise, le Hamas a affirmé qu'il ne prévoyait rien de tel. Un autre point de tension a été l'incapacité du Hamas à restituer rapidement les dépouilles des otages décédés. Le Hamas dit avoir rendu tous les corps qu'il détenait et qu'il faudrait chercher dans les décombres pour en retrouver d'autres, tandis qu'Israël affirme que 5 corps pourraient être restitués immédiatement par le Hamas, ce qui n'a pas encore eu lieu au lieu. Violation imminente. Aucun de ces problèmes, pris séparément, n'empêche Israël, le Hamas et la communauté internationale de sauver ce cessez-le-feu. Malgré les tueries, malgré les points de désaccord persistants, la situation peut être stabilisée, mais savoir si cela se produira ou non, c'est une toute autre histoire. Chacun de ces incidents isolés est le symptôme d'une série de problèmes plus vastes, et ces problèmes, à leur tour, sont loin d'être les seuls obstacles qu'Israël et le Hamas doivent en surmonter. Ces obstacles se divisent en 2 grandes catégories. Des problèmes qui peuvent provoquer la détérioration du cessez-le-feu dans un avenir immédiat et des problèmes systémiques plus larges qui rendent improbable la tenue d'un cessez-le-feu. Concernant les facteurs immédiats, commençons par Israël, dont le principal problème est qu'il bombarde toujours la bande de Gaza. Oui, selon les propres déclarations d'Israël, il a été provoqué à lancer une frappe de représailles, mais il n'est tout simplement pas exact d'affirmer qu'Israël était obligé de répondre de cette manière, ou du moins, qu'il y avait quelque chose qui obligeait Israël au-delà de ses propres attentes quant à ce qu'il fait lorsqu'il est attaqué. Israël avait toutes les occasions de mener des représailles plus limitées, en ciblant l'unité spécifique du Hamas soupçonnée d'avoir tué ses soldats ou en frappant un petit nombre de cibles dans les environs immédiats. Au lieu de cela, il a choisi de lancer des frappes sur l'ensemble de la bande de Gaza. Que les partisans d'Israël estiment ou non que sa réponse était méritée, elle restait disproportionnée. Et c'était donc une escalade claire dans laquelle Israël a choisi de s'engager alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Israël a aussi montré qu'il est prêt à limiter l'entrée de l'aide à Gaza. D'une certaine manière, c'est une autre forme d'escalade. Le Hamas a violé une partie du cessez-le-feu, en particulier celle où le Hamas et Israël ne sont pas censés se tirer dessus, et en réponse, Israël a violé cette même condition ainsi qu'une autre en restreignant l'aide. La façon dont Israël a réagi est importante. Dieu y cite non seulement à cause de cette violation du cessez-le-feu. Après, Israël et le Hamas ont réaffirmé leur volonté de respecter l'accord plus large. Le problème, c'est si ce processus devient une routine. Israël coupe l'acheminement de l'aide et lance ce qui semble être essentiellement des frappes aériennes sans restriction lorsqu'il est provoqué. Le Hamas doit-il provoquer Israël ? Non, jamais. Mais il n'y a qu'Israël qui peut choisir soit d'encaisser la douleur d'une attaque du Hamas pour œuvrer en faveur de la paix, soit de répondre de manière proportionnée à ce qui s'est passé, soit de répondre de façon disproportionnée. La conduite d'Israël, limitant l'aide et bombardant Gaza, laisse penser à Jérusalem que ce cessez-le-feu peut être testé et tenir. Ce calcul pourrait être correct. Après tout, les États-Unis sont le principal soutien d'Israël et ont été essentiels dans le processus de cessez-le-feu, tandis qu'Israël c'est la force militaire de loin la plus puissante et n'a plus à se soucier du sort des otages vivants, ce qui signifie qu'Israël pourrait probablement se permettre davantage tout en comptant sur la communauté internationale pour tenter de désamorcer la situation. Mais il y a aussi un danger aigu dans cette façon de penser, car même si l'accord de cessez-le-feu laisse une certaine marge de manœuvre à Israël, il est impossible de savoir quelles actions pourraient rendre précipiter un retour au combat avant que ce retour au combat n'ait déjà eu lieu. Et si Israël risque de pousser le cessez-le-feu jusqu'à son point de rupture, on peut certainement en dire autant pour le Hamas. D'une part, le Hamas a clairement choisi d'interpréter le cessez-le-feu comme une occasion de reconsolider son pouvoir à l'intérieur de la bande de Gaza, en ciblant et en tuant ses ennemis internes presque dès qu'il en a eu l'opportunité. Non seulement le Hamas part peut-être d'une hypothèse erronée, selon laquelle Israël et la communauté internationale n'interpréteront pas ces actes internes comme une violation du cessez-le-feu, mais il montre aussi à Israël et au monde entier que ses membres restent bien armés et très motivés pour se battre. Rappelez-vous, Israël affirme depuis des années que l'un de ses objectifs de guerre principaux est de détruire l'organisation Hamas dans son intégralité. En envoyant ses combattants patrouiller ouvertement et s'engager dans des fusillades dans les rues, le Hamas montre très clairement qu'il n'a pas encore été détruit. Aussi important, la tentative du Hamas de contrôler Gaza montre, comme le pensaient de nombreux experts, qu'il ne compte ni se désarmer ni céder son autorité à Gaza prochainement.
Les prochaines étapes de l'accord de paix entre le Hamas et Israël exigeraient que le Hamas se désarme contre une amnistie et que ses membres renoncent à toute place dans l'administration de Gaza après-guerre. Les actions du Hamas indiquent exactement le contraire, et selon des hackers responsables s'étant exprimés auprès de Reuters à la fin de la semaine dernière, le groupe a pleinement l'intention de maintenir son contrôle sur la bande de Gaza sans se désarmer. S'adressant aux médias, le haut responsable du Hamas, Mohamed Nazal, a refusé de s'engager dans toute initiative de désarmement. Et c'est un problème. Non seulement parce que cela risquerait presque certainement de faire échouer les efforts pour atteindre une deuxième phase du cessez-le-feu, mais aussi parce que cela risque de signaler à Israël que toute négociation supplémentaire serait inutile. Si Israël pense que le Hamas ne veut pas se désarmer, pourquoi rester engagé dans le cessez-le-feu plutôt que de reprendre les frappes, couper l'aide ou relancer l'invasion terrestre quand il le souhaite? Et même si les dirigeants du Hamas n'ont pas directement ordonné l'attaque contre les troupes israéliennes qui a précipité la dernière série de frappes aériennes, il y a un problème plus vaste à considérer. La chaîne de commandement du Hamas reste dévastée après le conflit avec Israël, et leur capacité à contrôler leurs commandants ou soldats est incertaine. Les membres les plus extrémistes idéologiquement au sein des rangs du Hamas peuvent ne pas croire qu'un cessez-le-feu est dans leur intérêt ou peuvent rejeter le principe même d'un cessez-le-feu par principe. Même si l'on accepte l'affirmation selon laquelle les combattants qui ont récemment tué des soldats israéliens agissaient seuls, il suffit d'un très petit nombre de combattants pour mener une attaque provocatrice. Et une fois qu'ils l'ont fait, le Hamas ne peut pas empêcher Israël de supposer simplement que l'attaque a été ordonnée par la direction. Tension systémique. En prenant du recul par rapport à ces facteurs immédiats et inflammatoires, on observe d'autres problèmes complexes. Commençons par Israël, où la politique de la coalition de Benjamin Netanyahou doit être prise en compte. Les partis d'extrême droite israéliens, dont ceux d'Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, exigent qu'Israël poursuive la guerre contre le Hamas jusqu'à sa destruction totale. Ils ont réagi au décès de soldats israéliens en appelant de nouveau à la guerre et en menaçant de quitter le gouvernement Netanyahou. Si Netanyahou ne relance pas la guerre, alors Ben-Gvir et Smotrich sont susceptibles de mettre cette menace à exécution. Si cela arrive, le gouvernement Netanyahou tombe. Il échoue sans doute à en former un nouveau et fait face à des accusations de corruption et à une enquête sur les failles ayant mené aux attaques du 7 octobre. Israël attend encore le retour des dépouilles des otages décédés mentionnés plus tôt. Israël a récupéré 14 dépouilles depuis le début du cessez-le-feu, dont un corps qu'il affirme ne pas être un otage, mais 15 demeurent. Le Hamas a affirmé que le reste des personnes décédées sont enterrées sous les décombres, et il est très probable que ce soit vrai pour au moins quelques-unes d'entre elles. L'emplacement des autres a peut-être été perdu parce que les membres du Hamas qui détenaient en main cette information ont depuis été tués. Mais pour Israël, la question non résolue des dépouilles et des otages rendrait un retour à la guerre plus probable de deux manières à la fois. Israël affirme que le Hamas pourrait rendre plus de corps, et de nouveaux retards risquent de provoquer une telle indignation que Jérusalem pourrait devoir agir. Si Jérusalem reprend les hostilités pour une autre raison, elle peut utiliser la question des dépouilles des otages comme prétexte pour relancer son offensive. De l'autre côté, les difficultés du Hamas liées au désarmement dépassent leur volonté de garder le contrôle de Gaza. Pour le Hamas, le désarmement signifie une concession totale de la défaite, et cela signifie aussi qu'Israël pourrait faire pratiquement tout ce qu'il souhaite, tant avec les anciens membres du groupe qu'avec l'ensemble du territoire de Gaza. Les étapes finales de l'accord de paix proposé par Washington accordent l'amnistie aux combattants du Hamas. Mais au milieu de toutes les discussions sur les autres questions en suspens, la question de l'amnistie a été presque totalement ignorée. Israël acceptera très difficilement l'amnistie pour le Hamas comme condition de paix, et même si cela arrivait, les combattants du Hamas savent qu'en rendant leurs armes, ils ne pourraient empêcher Israël de revenir sur l'accord. Tout aussi important est l'insistance d'Israël pour que le Hamas ne soit jamais autorisé à participer à l'administration civile d'une Gaza d'après-guerre, une condition que les dirigeants du Hamas ont indiqué qu'ils refuseraient d'accepter. Se pose aussi la question d'une possible relocalisation et le risque que des plans extrêmes pour Gaza après-guerre, comme la Riviera du Moyen-Orient, ressurgissent dès que le Hamas ne pourra plus opposer de résistance armée. Nous l'avons dit au début de l'épisode aujourd'hui, et nous le répétons, nous serions très heureux d'avoir tort sur toute la ligne, tout comme les nombreux experts mondiaux qui ont examiné cette situation et ne croient pas qu'un cessez-le-feu puisse durer.
Mais pour l'instant, les pressions qui s'opposent à une trêve permanente à Gaza sont tout simplement trop nombreuses pour créer la ronde pour être comptées. Et les différences entre ces deux camps pourraient s'avérer irréconciliables. Si la bande de Gaza parvient à éviter un retour à la guerre, ce sera une bénédiction. Mais pour l'instant, ce serait aussi une grande surprise. Merci de regarder.